Mon fils dit, tu es un world builder. Ton talent, c'est pas le style, c'est ta capacité à créer des mondes. Provoquer de l'évasion. Quelle est la meilleure façon d'apprendre une langue étrangère? L'immersion. L'immersion. Pour moi, écrivain, c'est un hobby. T'as pas l'impression de faire quelque chose d'important? Je ne me perçois pas comme un écrivain. Tu te perçois comment, toi? Quelqu'un qui fait évader les autres. J'ai envie de faire une œuvre qui, après ma mort, continue de rayonner. Moi, j'ai commencé à avoir des fourmis en pot que j'observais. À 7 ans, t'avais des fourmis en pot? J'étais déconnecté et du système scolaire et du système social. Donc voilà. t'étais dans ta bulle, on pourrait dire ça? Ouais. En fait, j'étais plutôt ce qu'on appelle un enfant introverti, isolé. Je me sens étranger, je suis pas sur la bonne planète. T'as été journaliste au Nouvel Obs scientifique pendant 7 ans, c'est ça? Oui. C'est toi qui as démissionné? Non, j'ai fait partie des très rares qui ont été foutus dehors. Est-ce que tu l'as vécu comme un traumatisme? Oui. J'ai eu un sentiment de révolte. Ils m'ont remplacé par un très mauvais qui s'est mis à rien foutre. J'ai mis 12 ans à écrire les fourmis. Et là, c'était non. Je crois qu'ils comprenaient même pas l'intérêt de faire un livre sur les fourmis. Ils étaient internautes, ils ont dû en tirer 70 000. Et ils en ont vendu 10 000, ce qui est un échec complet. Tu te dis, ma carrière est finie? Oui. Est-ce que tu dirais que la vie, c'est un peu comme un jeu d'échecs? On peut sacrifier une pièce pour avoir une bonne position. J'ai sacrifié ma carrière de journaliste pour pouvoir devenir écrivain. Quand je discute avec les gens, je les perçois comme des personnages de romans. Même toi, Franck, au moment où je fais cette interview, je me dis, tiens, est-ce que je pourrais mettre une sorte de Franck dans mon prochain roman? Je crois que c'est ça qui est intéressant quand on est un humain, c'est s'intéresser dans le monde dans lequel on est. On peut vivre une vie entière en ne s'intéressant pas aux autres, en ne s'intéressant pas au monde qui nous entoure. Mais vraiment, c'est rater le film. C'est comme si vous voyagez sans regarder par le hublot. Les humains, ils ont une structure proche de celle des fourmis. Oui. Il te reste 10 jours à vivre. Vivre à 110%, ces 10 jours, ce serait quoi? Je me mets dans un coin et je me mets Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Bonjour, je suis Bernard Werber et aujourd'hui je suis avec Franck Nicolas sur Unique. Salut Bernard. C'est bon de t'avoir. Bernard Werber, évidemment. Les amis, Bernard Werber. Si vous avez jamais lu un livre de ce bonhomme en face de moi, c'est que peut-être que vous avez passé un petit moment sur la planète Mars, non? Je sais pas. Qui te connaît pas en termes de nom, en termes d'écriture, je dirais? Tous les gens qui lisent pas de livres. Exactement. Non, tous les gens qui lisent pas de livres, tous les gens qui ne s'intéressent pas à la littérature imaginaire, tous les gens qui s'intéressent pas à ce qui est nouveau et curieux. Ouais. Les gens qui lisent des livres et qui s'intéressent à la nouveauté, il y en a quand même pas tant que ça. Ouais, donc je touche, mine de rien, plutôt, malgré ce que tu as dit, un public de pionniers. Bernard, comment on se sent face à un tel résultat? J'ai pas dit succès, t'as vu? Parce que chacun a sa définition du succès. Mais à un tel résultat, il y a un résultat comme ça, 35 millions, plus de 35 millions de livres vendus dans 35 pays. On se sent comment? C'est étrange, mais je n'en tiens pas compte. Quand j'écris, mon seul souci, c'est de faire original et de faire que le public mon lecteur soit surpris. C'est mes deux focus, c'est faire quelque chose qui ressemble pas à ce que j'ai déjà fait, qui ne ressemble pas à ce que font les autres. Et après, qu'au moment où les gens tournent les pages, ils se disent « Ah, j'avais pas vu venir le truc ». Et au final, surtout du livre, qu'ils soient surpris. Mon métier ressemble beaucoup à celui des magiciens. Il faut qu'au moment où on sort le lapin du chapeau, il y ait un effet waouh. C'est ma préoccupation. Après, la réussite du livre, à la limite, ça dépend de tellement de contingences extérieures. Déjà, le travail de mon éditeur. Ensuite, l'actualité. Quand les fourmis sont sorties, il y avait la guerre du Golfe. Et si la guerre du Golfe avait continué, vous n'auriez jamais entendu parler des fourmis. C'est-à-dire, on dépend, c'est très fragile. On dépend de l'actualité. Ouais. Et puis après, il y a le bouche à oreille, il y a le fait que il peut y avoir un passage télé ou il peut y avoir des critiques. Toutes ces choses-là, on maîtrise pas. Le seul moment où je maîtrise mon art, c'est quand je crée. Et donc, j'essaie de bien séparer, de rester zen et complètement serein dans mon travail. Et j'ai pas du tout la conscience de faire quelque chose d'important. J'ai juste la conscience il faut que le monde que je fabrique tienne le coup. Tu crois vraiment ça? T'as pas l'impression de faire quelque chose d'important? Alors, c'est après dans la deuxième partie où les gens me disent, comme par exemple, comme cette interview, tu me dis que ce que je fais touche dans le grand public. Je me rappelle. Est-ce que t'écris comme si t'étais lu par deux personnes? Voilà. Non, c'est plus compliqué que ça. Quand j'écris, je fabrique des mondes cohérents. Mon fils dit, tu es un world builder. C'est-à-dire, il me dit, ton talent, c'est pas le style, c'est ta capacité à créer des mondes. Et je considère que, en effet, c'est un truc original. On attend d'un écrivain du style. On attend qu'il fasse de la poésie, de la musique et tout avec les mots. Moi, j'en ai un peu rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un personnage qui fasse que les lecteurs vont aimer ce personnage et vont avoir des émotions par rapport à ce personnage. Et je considère que limite un bon écrivain ne doit pas être visible.
je dis pas dans les émissions, mais doit pas être visible dans le roman. Si quand vous lisez un livre, vous dites, tu sens la technique derrière, tu veux dire? Voilà. Si tu te dis qu'est-ce que le type écrit bien, ça veut dire que l'écrivain est nul. Normalement, tu dois même pas te dire qu'est-ce que l'écrivain est bien. Tu te dis, bon sang, tu te laisses porter. Qu'est-ce qui va arriver à Monte Cristo? Est-ce qu'il va arriver à se venger? Et tu oublies complètement l'auteur. Tu es juste avec les images, le film, t'es dans le film. Mais même quand tu regardes un bon film, tu te dis pas, le réalisateur a bien placé sa caméra et les acteurs, ils ont bien appris leur texte. Ouais. Sinon, ça veut dire que tu es à côté du truc. Ce que je recherche, c'est la plongée du lecteur dans un autre monde. C'est-à-dire provoquer de l'évasion, l'immersion de tous les sens, et que au moment où il y a l'immersion, le lecteur, tout d'un coup, oublie ses problèmes de santé, ses problèmes de famille, ses problèmes de sous, ses problèmes d'impôts. Tu sais que c'est incroyable ce que tu es en train de dire, parce que tu le sais très bien, on organise les plus grands événements francophones en leadership, entrepreneurship. On coach des larges publics de 7 à 15 000 personnes dans toute la francophonie, Amérique du Nord, Europe, Afrique. Et il y a un mot que je prononce souvent et qui est important pour moi, c'est l'immersion. Je dis souvent aux gens, quelle est la meilleure façon d'apprendre une langue étrangère? C'est on the pillow. Vivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est vivre dans le pays. Tu passes un mois dans le pays où t'as un partenaire ou une partenaire qui est de la langue que tu veux apprendre et t'apprends la langue comme ça. Et là, tu me balances le mot immersion aussi. Ça fait longtemps que ce me semble intéressant pour reprendre tes termes. Quand j'ai commencé à créer un journal de lycée quand j'avais 16 ans. Et dans ce journal de lycée, je voulais l'immersion de tous les sens. Donc, je faisais un texte qui allait avec un dessin. Après, il y avait la musique indiquée. C'était beaucoup de musique de rock progressif, notamment Michael Field. Et après, il y avait le parfum. Donc, j'avais une orgue à parfum et je fabriquais les parfums qui correspondaient à l'histoire. Il y avait du bois, j'utilisais du bois, des trucs, des senteurs de fer, des senteurs de pluie, de terre. Et il y avait un parfumeur local qui s'appelait Berdouze qui m'a formé et qui m'a offert ma première orgue à parfum. Et je fabriquais donc l'histoire et le parfum. Je savais pas du tout. Et ça s'appelait la bande dessino-musicale. Et donc c'était avec un ami dessinateur qui s'appelait Fabrice Cogé. On a fait ça donc au lycée, alors que j'étais. Et ça touche tes fibres artistiques déjà finalement. Je me perçois pas comme un artiste. C'est marrant. Je me perçois pas comme un écrivain. Tu te perçois comment toi? Quelqu'un qui fait évader les autres. Ouais, mais un guide de voyage. Tu vois, ce que j'avais perçu quand j'ai lu L'île mystérieuse de Jules Verne, j'étais avec les personnages dans l'île mystérieuse, je me disais, bon sang, comment ils vont allumer du feu, comment ils vont manger. J'étais avec eux. Je me dis pas, bon sang, qu'est-ce que Jules Verne écrit bien. Tu vois? Oui, mais là, tu reviens sur la technique, mais pour moi, je vois un artiste en face de moi. Un artiste. Alors, évidemment, t'es une crème, en plus humainement, mais le vrai artiste, pas le gars qui va dire, alors, dans 3 semaines, à 14h35, j'ai mon agenda qui est prévu, non, j'ai raison. Aujourd'hui, c'est ma première journée hyper chargée, et je me retrouve ici, c'est spécial, c'est juste tombé aujourd'hui. C'est spécial, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que t'es un gars qui te laisse porter, par ton énergie créative du moment, et puis tu t'isoles. On va reparler dans un instant, mais justement, comment tout a commencé? Pour toi, je dirais, pour aider nos amis qui nous écoutent en ce moment, c'était qui le gamin Bernard à 10 ans? C'était un gamin très triste, très fermé et très coupé du monde, qui s'est trompé de planète. Et c'est peut-être ça qui a fait que je me suis mis énormément à lire et à écrire, parce que j'étais déconnecté et du système scolaire et du système social. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi? T'avais aucun copain? C'est pas ça. C'est que je percevais le monde comme un endroit où j'ai pas ma place. Voilà. Et qu'est-ce qui te donnait ce sentiment-là? Alors déjà, j'ai pas de mémoire, donc à l'école, je retenais pas le nom des fleuves, donc j'ai que des mauvaises notes, ni les récitations d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que je me méfie du style. C'est peut-être parce que déjà, je n'arrivais pas à mémoriser les poésies ni rien. Mais t'étais pas passionné par ça, c'est tout. Alors, ce qui me passionnait, c'était la science. Déjà à 10 ans, je commençais à fabriquer mon télescope, je m'intéressais à la biologie, j'avais le petit chimiste, tous les petits trucs pour les enfants. Et il y avait les livres, il y avait Jules Verne, il y avait les expériences de science, il y avait le télescope, il y avait tout ce qui pouvait être observation de la nature. Ça, j'avais démarré vers 6 ans. Et puis écrire. Donc en fait, j'étais plutôt ce qu'on appelle un enfant introverti, isolé, et j'avais pas ma bande de potes. On n'allait pas faire jouer au football avec des boîtes de conserve comme peut-être. Moi, j'étais juste dans vivement que je rentre à la maison pour lire un bouquin. Donc t'étais dans ta bulle, on pourrait dire ça. Ouais. Une bulle dans ma bulle, et puis le sentiment que je
je suis pas sur la bonne planète. Donc, je me sens étranger. C'est-à-dire, ce qui intéressait les autres ne m'intéressait. Enfin, moi, il y avait que la science qui m'apportait des sensations. Mais à partir de 13 ans, j'ai commencé à faire l'encyclopédie savoir relatif et absolu. C'est-à-dire, j'ai noté tous les trucs merveilleux que je trouvais précisément pour pas les oublier. Et c'est là où j'ai compris, je peux accumuler des connaissances. Et toutes ces connaissances que j'ai accumulées me servent encore actuellement. Donc, c'est des choses ce que j'entends, c'est que tu t'es senti différent déjà à l'époque. T'avais conscience de ça? Oui. Différent, bizarre et finalement pas normal, ou différent et je suis OK avec J'aime moi-même. bien le conte du vilain petit canard. Le petit canard noir au milieu des canards jaunes. Mais lui, il savait pas, le vilain petit canard, qu'à la base, c'était un vilain petit canard, c'était un beau signe, en fait. Toi, tu le savais ou pas? Je savais pas qu'à la base, j'étais un écrivain. Mais si on m'avait dit un jour, attends, tout ce qui fait que tu te sens seul et isolé et coupé du monde, c'est ce qui va te permettre d'être différent et de devenir, tu dis artiste, mais je veux dire créatif. Ouais, hyper créatif. Je me considère comme hyper privilégié de vivre de mes passions. Ouais. Et je souhaite à tout le monde, à tous les gens qui nous entendent maintenant, de trouver leur talent, leur domaine, leur différence et leur domaine d'expression. Parce que si on trouve pas son mode d'expression, la pression, elle tourne en rond à l'intérieur et elle finit par nous ronger. Moi, tu vois, là où je suis avec toi, je m'exprime. Quand je fais mon spectacle, je diffuse. Et quand j'écris, je diffuse. Et ça, quand je fais ça, je me sens à ma place. Mais tous les endroits où il y a un groupe avec des systèmes d'intrigue interne, enfin, j'étais en entreprise. Oui, on va en parler dans un instant. Quand j'étais journaliste, j'ai vu toute l'énergie qui est passée pour des luttes de pouvoir et des territoires. L'énergie toxique, tu veux dire. Ouais. Je crois que c'est lié à des anciens souvenirs de notre période de singes territoriaux. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait des groupes de singes qui défendaient des zones et qui se retrouvaient en rivalité avec d'autres singes. Et au sein du groupe, il y avait des rivalités de mâles, des rivalités de femelles, des intrigues. Et ces choses-là sont reproduites en entreprise. Et donc, l'entreprise, pour moi, est un lieu en effet toxique dans lequel l'épanouissement est difficile. Et si je devais imaginer une société idéale, ça serait une société où tout le monde crée, utilise son talent de la manière optimale, mais sans se retrouver à devoir cirer les pompes de chefs, de sous-chefs, de grands chefs, sans devoir rendre des comptes à des groupes d'influence ou tenir compte de ce que font des rivaux ou des collègues, mais juste où tout le monde est sur sa voie, tranquille. Et on y arrivera un jour. Notre génération ne le verra pas. Mais déjà, le seul fait qu'il existe des émissions comme ça, où je peux m'exprimer et où tu permets aux gens de comprendre cette idée. Mon idée, c'est on a tous un chemin différent. Et l'entreprise force les gens à avoir le même chemin de manière artificielle. Sauf si vraiment il y a une cooptation ou un système de tous on a la même visée, c'est très difficile que l'entreprise devienne un lieu d'épanouissement personnel. Comment on peut amener les équipes dans la même direction alors pour les bénéfices d'une entreprise, je dirais n'importe quelle entreprise? Comment on peut faire dans ce cas-là? Alors ok, c'est une question. T'es patron, t'as 500 employés, tu fais quoi? Je crée des toutes petites structures de 3 ou 4 personnes qui s'entendent bien. Ah, des trinômes, ok, par affinité. Et après, une fois que toutes ces structures fonctionnent, je les connecte entre elles. C'est un peu ce que j'ai vu avec la fourmilière. C'est aussi ce que j'ai retenu. C'est-à-dire des petites structures rapides. Et dans la petite structure, s'il y en a qui fonctionnent pas ou qui marchent pas, on le verra tout de suite. Le problème des grandes structures, c'est que les gens qui jouent pas dans la même direction ou qui font rien ne sont pas visibles parce que c'est perdu dans la masse. Et donc, du coup, je te donne un exemple. Quand j'ai observé les fourmilières, on a tout le temps cru que les fourmis étaient très efficaces. T'as commencé quoi? Dès l'âge de 16 ans, 17 ans? 7-8 ans, j'ai commencé à avoir des fourmis en pot que j'observais. À 7 ans, t'avais des fourmis en pot? Ce que je disais tout à l'heure, je m'intéressais à la science, ça faisait partie des choses que je faisais. T'avais des fourmis en pot? Parce que moi, je me rappelle d'avoir eu, tu sais, les fameux papillons, là, Ah oui, les vers à soie. Ouais. On a tous eu, enfin, la plupart d'entre nous, des vers à soie. T'as pas eu ça? Moi, j'ai eu des vers à soie avec. Et toi, c'était des fourmis. Oui, des fourmilières que j'entretenais après de plus en plus grandes. Et je me rappelle, à force d'observer longtemps, j'ai déduit qu'il y avait 3 choses dans le groupe de la fourmilière. Un tiers de fourmis qui foutent rien. Un deuxième groupe qui fait des choses, mais qui est inefficace, incompétent ou maladroite. Genre, elles veulent bouger une brindille, mais elles mettent la brindille de manière à ce que ça bloque le couloir et ça empêche les autres de passer. Et le troisième groupe qui répare les conneries que font le deuxième groupe et qui, en gros, font tourner toute l'entreprise. Donc, c'est un tiers d'inopérants, un tiers d'incompétents et un tiers d'efficaces, et le système marche. Et je crois
enfin tel que je l'ai vu, par exemple dans Nouvel Observateur quand j'ai travaillé, la plupart des gens étaient, enfin plus de 60% des gens étaient soit ils foutaient rien, soit ils gênaient tout le monde et faisaient un travail inefficace. Et il y avait en effet un petit groupe qui, malgré tout, faisait que le système marche. Tu veux dire que les humains, ils ont une structure proche de celle des fourmis? Oui. Un tiers fout rien, un tiers. Bon, alors les gars, ici, là, il y en a un tiers qui fout rien, d'accord? Non, parce que c'est une petite structure, c'est pour ça que je t'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai dit, des petites structures. On est que 6-7, là, c'est bien. Dans une petite structure, si quelqu'un fait pas son boulot, on le voit tout de suite. Bon, mettez-vous 2 par 2, s'il vous plaît. En trinôme, ok. Et c'est pour ça que tu me demandais comment je gère 500 personnes. C'est des petites structures dans lesquelles les gens se sentent bien aussi. Ouais. Parce qu'il y a une raison aussi pour laquelle les gens sont soit incompétents, soit foutent rien. C'est parce que ils sont pas heureux. Ouais. Moi, quand j'étais donc journaliste vers la fin, il y avait tellement d'énergie déployée, enfin au Nouvel Observateur, déployée pour les luttes de bureaux, d'intrigues, de pouvoir, qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est rien que je fasse des articles qui passeront pas parce que j'ai pas ciré les pompes de tel chef. Ouais. Donc, je donc, disais, en mode rapido, t'as commencé à écrire la trilogie des fourmis 16 ans. À 16 ans. C'était avant le bac. Oui. Et tu le faisais de 8h à 12h30, c'est ça? Je faisais de 8h à 12h30. C'est une règle que j'ai établie à cette époque-là et qui était possible par rapport à mes horaires scolaires. Par le plus pur des hasards, ça a duré. Et maintenant, 40 ans plus tard, je m'y suis toujours tenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une matinée où j'écris pas de 8h à 12h30. Sauf quand je suis en voyage, j'écris dans le train. Ou et là, t'écris chez toi ou tu te mets? Jamais chez moi, toujours au café. Toujours au café. L'idéal, c'est le train. Ouais. Le train, de voir des paysages qui défilent. C'est l'avantage de l'ordinateur portable, c'est qu'on peut écrire partout. Mes premières économies importantes ont consisté à acheter un ordinateur portable. C'était un Toshiba T1000 et à l'époque, ça semblait je me rappelle, très étonnant parce que tous les gens avaient des gros ordinateurs. Moi, j'ai ce truc portable avec un écran bleu et blanc. C'était assez surprenant. Je trouve que l'ordinateur portable, c'est quand même idéal pour travailler n'importe où. Donc, toujours au café ou dans des lieux publics et toujours le matin. Ou dans des lieux insolites, oui. Ouais. Quand ça te passe par la tête. 79 études de droit à Toulouse. Moi, je me suis dit, études de droit, mais... Je suis né à Toulouse. Hein. T'es un Toulousain? Oui, je suis un Toulousain. Ah, t'as perdu un peu l'accent du Sud. Moi, je suis d'Avignon. J'ai fait de la radio et ils m'ont demandé de... C'est vrai? Ouais. Je présentais des actualités dans une radio, à l'époque des radios libres. Ça faisait pas sérieux. Je sais pas, mais même pour moi, c'était gênant. Les Parisiens, ils aiment pas l'accent dans les médias du sud de la France. Tu sais que moi aussi, j'ai été dans une ancienne vie journaliste, présentateur aussi. Je produisais des émissions de télé. Et on me disait, non, mais ton accent, mon chéri, ça c'est... Il faut le travailler. Quel est le problème? Je comprends pas quel est le problème. Alors, et en fait, j'ai brisé aussi mon accent. C'est un petit peu dommage, je trouve, finalement, cette structure comme ça de ressembler à un seul moule. J'aurais du mal à y revenir quand même, là. Ouais. Il y a que le O, je dis Rose. Ouais. 1980, études de criminologie. Mais qu'est-ce que tu fais, mon Bernard? Parce que je m'ennuyais en droit. J'ai fait du droit pour gagner du temps et pour monter le journal, parce que je voulais continuer ce fameux journal où il y avait des bandes dessinées qui s'appelait Euphorie. Mais qu'est-ce que tu foutais en criminologie? Et je me suis dit que pour monter une troupe de théâtre, qui s'appelait Satirique Théâtre Atroce et Cynique, toulousain, il fallait que je connaisse comment fonctionnaient les enquêtes criminelles. Ah, t'as trouvé l'inspiration pour tes polars? Ouais, pour les polars. Ah, waouh! Et c'est passionnant. D'ailleurs, c'est les cours les plus passionnants, c'est criminologie, parce qu'en gros, on a tout ce que vous voyez dans les experts, vous voyez dans toutes les séries américaines ou françaises maintenant, sur les empreintes, sur l'enquête, sur le passage à l'acte, sur les serial killers. J'ai vu ça comme un sujet de mystère, de compréhension, de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça arrive, et comment les gens en arrivent à cet instant. À la limite, c'est le final de leur roman personnel, c'est la chute. Et j'ai toujours vu ça comme pourquoi cette personne est arrivée là, quelle était sa vie. J'ai toujours vu ça comme un mystère. Pour moi, la mort est un mystère. Et par la suite, quand mon grand-père est mort à Toulouse, je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui se passe. Et j'ai fait d'ailleurs une enquête pour le Malop sur les near-death experience. À l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Et je suis allé voir tous les médecins. Donc ça, c'était en dehors de la criminologie. C'était quand j'étais journaliste. Et je suis allé voir les mystiques. Je suis allé voir les gens qui étaient allés sur ce tunnel et qui a eu la lumière qui était revenue. Et j'ai essayé de comprendre. Ok, c'est un territoire nouveau. Et regardons-le comme une
une zone de mystère à explorer. Et donc pour moi, la mort, c'est pas, il y a pas le pathos, tout ce qu'on on ressent, tout ce que les religions et les traditions ont imposé autour de faut pleurer, c'est terrible, ça fait peur. C'est un nouveau territoire. C'est intéressant ce que tu dis parce que en ayant été pendant plus de 10 ans journaliste dans plein de pays dans le monde, et journaliste et pompier volontaire pendant 4 ans au nord de Lyon, à Rieux-la-Pape. Ouais. Donc, j'ai vraiment côtoyé la mort. Vraiment, tu vois. Et ce qui est incroyable, tu me diras ce que tu en penses, c'est que la mort n'existe plus dans notre quotidien. C'est-à-dire que tu meurs, les pompiers, le SAMU arrive. Quand c'est très grave, le SAMU suit ensuite les pompiers. La morgue, on t'enterre. On voit plus la mort aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? En effet, il y avait une série, c'est Six Feet Under, qui en parlait très bien, dans lequel il te montrait que maintenant c'est devenu un truc industrialisé. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, mourir, c'est technique. On va voir les pompes funèbres, ils te disent c'est du sapin, ou c'est du bouleau, ou c'est du chêne, c'est des. Mais les gens ne savent même plus ce que c'est la mort, en fait, ce que je veux dire dans une vie. Tu vois, pour moi, la mort, c'est un hommage à la vie. Quand tu la côtoies, quand tu la connais, quand tu l'apprivoises, quand tu la rencontres. Je crois que, en tout cas, se poser des questions sur qu'est-ce qu'est la mort permet de mieux comprendre la vie. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Et que si on n'y pense pas, si on se dit, bon, un jour ça va arriver et je veux pas y penser, on rate quelque chose. Parce que déjà, le fait de se dire, on va mourir, ça veut dire qu'on doit rentabiliser le temps d'ici là. Moi, j'ai une alerte. Vous aviez interviewé Salman, professeur Salman. Il m'a dit une fois, il m'a fait un check-up complet. Et au bout du check-up, on s'était aperçu qu'en gros, j'allais mourir dans les jours qui viennent parce que j'ai un bouchon au cœur. Et à partir de cette révélation, c'était il y a 10 ans, que je pouvais mourir un moment à l'autre parce que j'ai un bouchon au cœur. Tous les matins, en me levant, je me dis chouette, une journée de gagner de plus. Ouais, et j'ai plus la perception d'être au milieu du film. J'ai la perception que le film peut s'arrêter comme ça. Je peux sortir là de ce studio, être écrasé par un camion. Ça fait partie des risques. Et je l'intègre et je me dis maintenant, j'ai pas du temps. Je suis pas au milieu. Je suis peut-être à la fin du film. Donc, faut pas que je me dise je le ferai plus tard. Il faut tout faire. Est-ce que très tu es vite, comme sans un sentiment d'urgence. Ouais. Est-ce que tu es comme la plupart des hommes qui dépassent les 40 ans et où le temps passe plus vite, la notion du temps est plus rapide? C'est pas vraiment plus rapide. Mes journées sont plus actives et plus remplies. Pour quelle raison? Parce que j'ai envie de laisser une trace. Plus aujourd'hui qu'hier? Oui. Oui. Et pour quelle raison? J'ai envie de faire une œuvre qui, après ma mort, continue de rayonner. J'ai le sentiment, je vis tout le temps, alors, que va-t-il se passer après ma mort? Et que va-t-il se passer après ma mort? Mes livres peuvent continuer à être lus et à vivre. Donc, il faut que je fasse des choses qui continuent de diffuser, même si je suis pas là. Là, la semaine dernière, il est sorti un jeu vidéo. J'avais des fourmis et j'avais le producteur au téléphone. Et je me suis dit, tiens, il y a une nouvelle zone des gens qui lisent pas parce que, comme on disait tout à l'heure, tout le monde ne lit pas. Il y a de moins en moins de lecteurs en plus. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux vidéo et ce public-là, je l'avais pas. Et maintenant, il y a une nouvelle zone de diffusion de mes mondes, des mondes que je fabrique avec ce souci de cohérence. Quand je dis ce souci de cohérence, je dois être précis. Quand je lis un bouquin, je me dis, est-ce qu'il est cohérent? D'accord? C'est-à-dire, les gens se disent, c'est bien écrit. Moi, je dis, cohérent, ça veut dire, est-ce que la problématique qui est posée au début est résolue à la fin? Est-ce que l'auteur est arrivé à faire un monde qui ne ressemble pas au monde des autres? C'est-à-dire, je regarde ça chez les autres. Et la cohérence, c'est ce que j'essaie de comprendre de ce monde-ci. C'est-à-dire que, imaginons que nous avons un dieu ou un grand scénariste ou un grand romancier qui fait ça, qui a écrit la scène dans laquelle on parle. Est-ce que tout ce qui se passe est cohérent? Est-ce que tout ça est logique? Est-ce que tout ça amène à un objectif? Voilà. Quand j'écris un roman, tous mes personnages avancent pour aller dans un endroit. Nous, on avance pour aller où? Et c'est ce questionnement qui fait que quand j'écris un roman, je pense que mes lecteurs vont se dire, au fait, oui, c'est vrai, tout ce troupeau que nous sommes, ce troupeau d'humains qui avançons, on va où? Est-ce que la destination a déjà été prévue par quelqu'un ou par une entité? Ou est-ce qu'on avance comme ça en se disant, tiens, allons par là? Et puis, de temps en temps, il y a des leaders qui disent, on doit aller par là ou on doit aller par là. Et puis, est-ce qu'on va tomber tous du haut de la falaise parce qu'à un moment, on aura pris des mauvaises directions? C'est cette perception qui me quitte pas. Est-ce que tu es dans une recherche d'approfondissement de ce qu'on peut appeler ce besoin de sens dans ta vie?
je comprends le sens de ma vie une fois qu'elle est passée. C'est-à-dire quand je regarde en arrière, je vois où ça allait mener. Maintenant, où je vais, non, ça je sais pas. Maintenant, je vois par moment où va la vie des autres. C'est-à-dire les autres m'intéressent. Quand je discute avec les gens, je les perçois comme des personnages de romans qui ont leur propre roman personnel et j'essaie de comprendre comment ils fonctionnent. Les gens sont parfois étonnés que je les écoute vraiment et au moment où je les écoute, je suis vraiment intéressé par leur vie. Et il y a peut-être un intérêt arrière-pensée qui est est-ce que ça peut me faire un personnage? Même toi, Franck, au moment où je fais ça, t'as vu, je me dis, tiens, est-ce que je pourrais mettre une sorte de Franck dans mon prochain roman? Mais c'est en arrière-pensée tout le temps. Mais du coup, je m'intéresse aux gens, et vu que je m'intéresse aux gens, je m'intéresse en fait à un peu tout. comme l'humoriste qui trouve son inspiration dans son quotidien, Voilà. un petit peu. Ouais. Mais je crois que c'est ça qui est intéressant quand on est un humain, c'est s'intéresser dans le monde dans lequel on est. On peut vivre une vie entière en ne s'intéressant pas aux autres, en ne s'intéressant pas au monde qui nous entoure. Mais vraiment, c'est rater le film. C'est comme si vous voyagez sans regarder par le hublot, ou vous regardez qu'un miroir. C'est assez limité, c'est dommage. Et tu disais tout à l'heure, parce que je reviens, je surfe toujours sur la quête de sens, tu as été journaliste au Nouvel Obs scientifique pendant 7 ans, c'est ça? Oui. Et tu dis, finalement, j'ai fini par quitter la rédaction. Tu nous as dit pourquoi, parce que ça faisait plus de sens. Mais est-ce que tu l'as vécu comme un traumatisme Oui. Oui, parce que je croyais que je ne savais pas que j'allais pouvoir faire un autre métier. Je savais pas que écrivain c'était un métier. Pour moi, écrivain c'était un hobby qu'on fait en plus du métier. C'est toi qui as démissionné? Non, je fais partie des très rares qui ont été foutus dehors parce que je m'étais présenté à un prix qui était le prix Moom du meilleur journaliste de France et j'étais arrivé en finale. Et je pensais que c'était l'occasion pour moi d'avoir une augmentation de salaire, parce que j'avais un salaire très bas. Et en fait, il y a un collègue qui m'a dit, non, maintenant, t'as un groupe ligué contre toi. C'est tous ceux qui voulaient avoir ce prix qui l'ont pas eu. Et ils sont en train de se débrouiller pour que tu sois viré. J'aurais dit, écoute, s'ils y arrivent, je m'en vais. Et s'ils n'y arrivent pas, je reste. Et vu qu'ils sont arrivés, j'ai dit, je prends mes indemnes, au revoir. Mais je crois que j'ai pris ça comme un signe, c'est-à-dire si au moment où je montre que je fais du bon travail, il y a un groupe qui se ligue pour me foutre dehors, c'est-à-dire que c'est pas ma place. Donc 90, t'es au chômage? Ouais, de 90 à 91. Et après 12 ans de travail et des dizaines de refus auprès de maisons d'édition, là tu as ton premier roman. Alors attends, j'ai commencé à envoyer le roman. Non, j'ai mis 12 ans à écrire Les Fourmis. J'ai commencé à envoyer le roman au bout de 6 ans. Parmi ces 12 ans. Donc, je commençais à envoyer le roman à toutes les maisons d'édition alors que j'étais encore journaliste. Il n'y a pas eu « je suis journaliste, puis je suis écrivain ». J'avais déjà mon manuscrit des Fourmis au moment où je suis. Et là, c'était non. Je crois qu'ils comprenaient même pas l'intérêt de faire un livre sur les fourmis. C'est-à-dire que pour les maisons d'édition, il y a les polars, il y a les autofictions, il y a les prix littéraires, il y a les drames sentimentaux, mais il n'y a pas une catégorie livre sur les fourmis. Il y a la science-fiction, mais c'est même pas la science-fiction, c'est pas de l'horreur. Donc ils savaient même pas. J'avais souvent la lettre, nous n'avons pas de collection qui corresponde à votre roman. Incroyable. On dirait un peu l'histoire de J.K. Rowling. Finalement, oui. C'est non, vous n'avez pas de place, c'est pas intéressant. Elle, sa place, c'était littérature pour young adult. Ouais. Moi, il y avait vraiment aucune catégorie qui correspondait à un roman dont les héros sont des fourmis et qui se passent dans le forêt de Fontainebleau et avec du suspense au niveau des fourmis et au niveau des humains. Ça y est, ça. Et un jour, alors tu vas me dire la date parce que j'en sais rien. Un jour, t'as un éditeur qui te dit OK, mais il te dit écoute mon Bernard, je t'adore, c'est super, mais 1463 pages. Tu t'étais lâché, il s'est dit non, moi j'en veux 350. C'est ça? Moi, il faut dire que j'étais fasciné par Dune et par Fondation, qui étaient des livres sagas énormes. Et donc moi je me disais, je vais faire ma grande saga sur une civilisation parallèle. Et donc il y avait cette idée de roman immersif total. Et il m'a dit, c'est un truc américain. C'est Richard Ducousset, donc mon éditeur, qui m'a dit ça marche aux États-Unis, mais ça marche pas en France. En France, le public, les livres de 1000 pages, ça intéresse personne. Et en plus, il y avait un autre problème technique très simple, c'est qu'un livre de 1000 pages, en fait, on peut pas le vendre plus qu'un livre. C'est le même prix. Ah, il y a une question de ROI aussi, c'est-à-dire que trop de pages, on peut pas le vendre plus cher et on fait pas d'argent. Par contre, la fabrication, ça coûte plus cher, donc c'est pas rentable. Donc j'ai transformé mes 1500 pages en 350 pages et c'est la version qui est publiée des Fourmis et la version résumée de tout le roman. Et durant 12 ans, alors ça c'est étonnant quand je l'ai appris, c'est que tu l'as réécrit 24 fois.
Oui, parce que en fait, c'était pas bon au début. C'est la formule un peu mastermind. C'est-à-dire, je commence une formule, je regarde, je réfléchis pourquoi ça fonctionne pas, et de là, j'essaie de faire mieux. Mais j'ai toujours écrit comme ça, même le dernier, donc la valse des âmes, je l'ai réécrit 12 fois. Je l'ai réécrit 12 fois parce que tout simplement, il me faut écrire le roman pour comprendre ce que je veux faire. Mais Avec des intrigues différentes à chaque fois? Voilà. La différence, c'est que je ne relis pas la version précédente. C'est-à-dire, je ne prends pas des bouts d'une version pour faire l'autre et je ne répare pas la version de base qui ne fonctionne pas. Je redémarre réellement à zéro. Donc là, par exemple, sur la valse des âmes, j'ai 12 romans avec des lieux différents, des personnages différents, sur un thème similaire. Et sur les fourmis, donc, j'ai 24 versions avec des manières de gérer mes histoires de fourmis et d'humains complètement différentes. Alors moi, j'ai été transcendé par par les fourmis et je me suis dit, bon, il y en a un deuxième, je vois pas ce qu'on va pouvoir réinventer. Et le deuxième, honnêtement, j'ai kiffé. Et ensuite, donc ça, c'était le jour des fourmis. Le troisième, la révolution des fourmis. Je me suis dit, mais c'est qui ce gars? Et c'est marrant parce que j'ai ressenti, alors peut-être que je sais pas comment tu vas le vivre, ce que je vais te dire, mais moi, j'ai été transcendé par La Nuit des Temps, par Javel, tu vois. Et j'ai ressenti cette même balade au sein de moi-même et de la réflexion avec cette trilogie. Qu'est-ce qui serait un beau compliment pour toi quand on parle de tes livres? Ensuite, en 94, il y a eu les Thanatonautes, qui marchent pas du tout d'ailleurs. Dit comme ça me paraît un peu dit bizarre. Comme ça, oui. Non, qui à la sortie n'a eu aucun succès. C'est-à-dire, Les Fourmis a eu un petit succès. Le Jour des Fourmis a un plus grand succès. Et les Thanatonautes, c'est monté comme ça. Voilà, et était un échec parce que les gens considéraient que c'est écrire que les fourmis. Et et là, j'ai fait la révolution des fourmis parce que je me suis dit, il faut que je récupère mon public, faut pas. Et après, j'étais autorisé par le public de faire d'autres livres. Et avec le recul, les Thanatonautes, maintenant, on est à la sortie. C'est simple. Je donnais des chiffres, même si je sais pas si ça correspond pour les gens. Les fourmis, j'ai dû en vendre 40 000. Oui, la première année, 40 000. Le jour des fourmis, j'ai dû en vendre 80 000. D'accord. Donc, on avait doublé. Okay. Oh, même pas, c'est le premier mois. Hein. Après, c'est énorme alors. Oui, ça va très vite. Oh, oui, c'est énorme. Et après, quand je fais les Thanatonautes, ils ont dû en tirer 70 000 et ils en ont vendu 10 000. Ce qui veut dire que 60 000 sont partis au pilon, ce qui est un échec complet. Et là, après, j'ai fait la révolution des fourmis qui a encore mieux marché que les deux premiers fourmis et mieux que les Tana. Mais les Tana, du coup, c'était le livre qui m'a plombé. Alors, Thanatonautes, ça vient de Thanatos, la mort, et Nautis, explorateur. Donc, on est en lien avec le sujet qu'on évoquait tout à l'heure. Dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que à ce moment-là, tu dis, Bernard, et maintenant, c'est le livre préféré des lecteurs et c'est celui qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'il y a le temps, et c'est pour ça que je dis souvent, la seule critique vraiment importante, c'est le temps. Parce que le temps révèle les bons livres et les mauvais livres qui n'ont peut-être pas été vus par les médias ou qui n'ont pas été à la mode. Mais Les Thanatonautes, qui est mon livre, qui a été un échec à la sortie, va probablement être le livre qui va rester dans le temps. Voilà, c'est intéressant. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, ton 94, tu te dis ma carrière est finie? Oui. Ben oui, mes livres se vendent pas et les gens sont pas intéressés par Les Thanatonautes. Je me dis que ça y est, ça s'arrête. Donc 95, déprime? En fait, c'est pas des primes. C'est que je me suis dit, je vais être obligé de redevenir journaliste et donc de retravailler dans l'entreprise et de me retrouver dans des situations comme celle de l'Obs. Et c'est vrai que je me suis dit, je vais pas pouvoir poursuivre ma passion, donc des livres. Et tu te tournes vers la peinture finalement, le créa? Ah non, j'ai toujours peint. J'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours peint, j'ai toujours tourné des films, des courts-métrages. Pour moi, tout ça, c'est des modes d'expression complémentaires. Il y a pas de temps où je fais un truc et de temps où je fais autre chose. Tout est tout le temps mélangé. Après, il y a qu'est-ce qui sort. Donc, les peintures sont présentées ou le jeu est présenté ou la pièce de théâtre est présentée. Mais là même actuellement, je suis au moins sur 5 ou 6 projets dans des domaines très différents. Est-ce que tu dirais que c'est ce revers qui t'a permis d'être encore meilleur dans la révolution des fourmis? Non. Sans cette claque, est-ce que tu aurais été aussi bon? Non, mais ce qui s'est passé suite aux Thanatonautes, à l'échec des Thanatonautes, c'est que j'ai une amie qui s'appelle Marie-Pierre Planchon, qui m'a présenté une médium qui s'appelle Monique Parambacan, qui m'a raconté mes vies antérieures. Et le fait de me raconter mes vies antérieures m'a préparé à faire toute la série que j'ai fait par la suite, notamment La Boîte de Pandore, La Prophétie des abeilles et La Valse des âmes. C'est au moment où on est faible, où on est en bas, où on croit que les choses que sa carrière est finie. C'est à ce moment-là qu'il y a une remise en question qui nous oblige à chercher de nouvelles voies.
Donc, mais je crois qu'il n'y a pas de parcours d'artiste, pour reprendre ton terme, dans lequel c'est une autoroute et puis en avant vers la gloire et tout va bien et on est riche et célèbre et tout le monde est gentil. Vous savez qu'on se dit, en voyant Bernard Werber, on se dit, bon, je m'inquiète pas pour lui. Ouais. Alors, Moi, non, je m'inquiète pour moi. C'est pas comme les enfants. C'est vrai? Ah oui, je suis un énorme inquiet. Et puis, je considère que rien n'est acquis et que tout peut s'effondrer. Je vous disais que je peux sortir dans la rue et mourir, mais je peux aussi, d'un coup, ne plus avoir d'intérêt, que le public n'a plus aucun intérêt pour mon travail. Est-ce que tu pourrais décrocher le téléphone, Bernard? Vas-y. Voilà. Et t'as la vie au téléphone. Qu'est-ce que tu aimerais lui poser comme question? J'ai pas envie de lui poser une question, j'ai envie de la remercier, c'est tout. Merci. Merci la vie. D'abord, je suis content d'être vivant ici et maintenant. Et j'espère être vivant, conscient et en bonne santé le plus longtemps possible pour pouvoir continuer de créer et de fabriquer des mondes. Est-ce que tu accepterais de raccrocher? Non, on va rester encore un petit peu avec elle. Elle est sympa. D'accord. Finalement. Puis elle est éphémère. Ouais. Elle est fragile. Est-ce que tu accepterais de partager à la vie tes doutes, ce qui te stresse au quotidien? Parce que c'est rigolo, parce que souvent les gens vont dire, moi, ce qui me stresse, c'est les grandes guerres. En fait, des fois, c'est les tracas qui nous stressent. Alors, qu'est-ce qui stresse, Bernard? J'espère être suffisamment sage pour pouvoir rendre les autres encore plus sages autour de moi et surtout ne pas faire d'erreur de trajectoire. J'ai pas d'autre terme que trajectoire. Je perçois, tout à l'heure, je vous disais que je vois l'humanité comme un troupeau qui avance. Moi-même, j'avance. J'ai tracé un chemin qui, pour l'instant, me plaît beaucoup. J'espère ne pas dévier de ma trajectoire. Il y a un truc tout simple. Il y a des artistes qui peuvent tout d'un coup dévier, tombent dans l'alcool ou la drogue. Ça y est, c'est fini. Tout le truc s'arrête. Ou une mauvaise rencontre. Tout d'un coup, les gens tombent dans des sectes. Voilà, j'espère pas dévier de mon chemin. Il te reste 10 jours à vivre et si tu devais passer une commande à la vie pour vivre à 110%, ces 10 jours, ce serait quoi comme commande d'expérience, de vie? Je crois que si j'ai 10 jours à vivre, je me mets dans un coin et je me mets à écrire. Je me mets à écrire pour parler de tout ce que j'ai compris, tout ce que je peux transmettre, tout ce que je peux faire. Et parce qu'il y a quand même ça carbure en permanence. Donc, j'allais dire la dernière carburation du cerveau. Et je m'isole dans un coin rien que pour écrire. Donc 10 jours pour la postérité, pour l'héritage, pour transmettre. Pas pour toi. Enfin, c'est pour toi, mais en donnant. En fait, ça va être 10 jours qui ressemblent beaucoup aux journées que j'ai déjà. Je vais pas dévier parce qu'il y a pas grand chose que je recherche de plus. J'ai pas envie de monter sur l'Himalaya, j'ai pas envie de partir en fusée sur la Lune, j'ai pas envie de faire de la plongée sous-marine pour trouver des vieux galions, j'ai juste envie d'écrire, de rester en famille. Et à la limite, peut-être que la différence, si j'ai que 10 jours, c'est que je serai moins attentif aux calories. Donc, je mangerai des plats que je m'interdis. Des fois, aujourd'hui, je me suis interdit de dessert. Je me suis dit, bon, j'ai pris du poids au salon de Brive, donc je sors. Maintenant, il va falloir... Donc là, et peut-être je me laisserai aller le soir au dîner à boire du vin, un peu plus de vin. Un peu plus... en fait, j'en bois jamais, donc je mettrai à boire du vin. Alors maintenant, tu regardes, je raccroche et puis je vais faire un autre numéro. Donc là, maintenant, tu as une autre personne au téléphone que tu aimes beaucoup. Ouais. C'est toi. Ouais. Mais tu as 10 ans. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ce jeune Bernard à 10 ans qui n'a pas eu l'opportunité d'entendre et qui lui ferait du bien? N'aie pas peur, prends des risques. Même si tu te plantes, ça vaut le coup. Il y a plein de moments où j'ai pas fait des choses parce que je me suis dit, attends, là, c'est trop risqué. La zone où j'ai déclenché le stop trop risqué était trop tôt. Je pouvais aller un peu plus loin dans la prise de risque. D'ailleurs, maintenant, j'ai fait un saut en parachute au-dessus de la pyramide de Khéops. Voilà, ça, j'ose faire ça à mon âge et je n'aurais pas osé le faire à 10 ans. C'est le genre d'expérience qui est bonne et pour mon cerveau et pour ma création et pour tout. Et j'en ai eu beaucoup, mais j'aurais pu en avoir plus si j'avais été un peu moins prudent. Donc, ma zone de prudence s'est déclenchée trop tôt. Allez, on raccroche. Ça, t'aurais aimé de l'entendre de la part de qui? Mes parents n'auraient pas pu me dire ça parce que leur fonction était de sécuriser. Donc, ils vont pas me dire prends des risques. J'aurais pu entendre ça. Je l'ai entendu de la part de ma cousine reine qui m'a dit laisse tomber le journalisme, ton vrai truc c'est romancier. Donc elle m'a dit prends le risque d'abandonner le métier de journaliste pour devenir écrivain. Est-ce qu'il y a en toi quelque chose qui avec lequel il faut continuer de composer? Ça a été une humiliation, une douleur, une déception, une grande tristesse, ou est-ce que... Tout ce côté enfant introverti qui s'est trompé de planète et qui
qui est pas intégré ni à l'école ni à la cour de récréation, c'est quelque chose qui me motive pour montrer que je peux faire. On revient au mythe du vilain petit canard, que en tant que non canard mais cygne, je peux faire des choses que ne font pas les canards. Et c'est encore en toi, ça? Oui. Ouais. Puis le fait, l'histoire du Nouvel Obs, que je sois viré parce que j'ai montré que j'étais sélectionné comme meilleur journaliste, pour moi, c'était le sentiment de ah ouais, on vous fout dehors parce que vous êtes bon, et donc ce qui était très étrange, ils m'ont remplacé par un très mauvais qui s'est mis à rien foutre et avec un salaire supérieur. Et ça, je comprenais pas. Je me disais bon, ok, ils me mettent dehors parce que visiblement je suis pas intégré. Bon, je tire pas les pompes des chefs comme ils le voulaient tous, mais le type qui est arrivé après moi s'est mis en effet à cirer un peu les pompes des chefs, donc du coup il a eu le super salaire, et là il s'est mis à rien faire. Et puis, en fait, ce qu'attendait la rédaction, c'était que je foute rien. Et ça, je l'ai compris après, j'ai eu un sentiment de révolte et qui exprimé dans Les Fourmis, parce que mon héros est au chômage, il y a une révolte contre la société, et cette révolte, je l'ai toujours. Je me dis, attends, le système tel qu'il est veut virer les gens sous-payés qui font des choses pour les remplacer par des gens incompétents qui font rien avec des salaires énormes. Et j'ai trouvé dans une loi qui s'appelait la loi de Parkinson cette règle: plus une société grandit, plus elle vire les bons sous-payés pour les remplacer par des mauvais surpayés, parce que les mauvais surpayés vont tout faire pour stabiliser le système et le confirmer, alors que les bons sous-payés risquent de remettre en question le système puisqu'ils sont la preuve que le système n'est pas bon. Et je vois ça partout. Et tu vois ça partout. Et mes livres appellent à une révolte, à dire, attendez, il n'est pas normal que des gens se fassent éjecter du système parce qu'ils sont bons. Il n'est pas normal que des gens aient des récompenses juste parce que ils font de l'ombre aux autres. Ils maintiennent le système et ils font que le système n'évolue pas. T'es un grand joueur d'échecs. Est-ce que tu dirais que la vie, c'est un peu comme un jeu d'échecs? Pour s'en sortir, il faut savoir jouer correctement la partie. Il y a des moments dans le jeu d'échecs où il y a une prise de risque, où on peut sacrifier une pièce pour avoir une bonne position. Tiens, par exemple, j'ai sacrifié ma carrière de journaliste pour avoir une bonne position pour pouvoir devenir écrivain. Oui, à ce moment-là, ça ressemble à ça. Quel est le plus beau compliment que tu aimerais entendre, ou que tu as déjà entendu, ou qui te ferait le plus plaisir? Votre livre a changé ma vie. Mais ça, je l'entends. J'étais à Brive, j'ai entendu plein. Ou votre livre m'a redonné goût à la lecture. Mais ça vient d'une chose très simple, c'est précisément que je ne fais pas du style, je fais de l'histoire. Je me perçois d'ailleurs même pas le mot écrivain ne me plaît pas, c'est plutôt le mot conteur ou le mot auteur. Auteur, ça vient de octus qui veut dire augmenter, ça veut dire qu'on augmente la personne qui vous lit, comme les auctions, les enchères en anglais. Conteur, c'est la personne qui va vous permettre de visualiser d'autres mondes. Et ce qui me plaît dans le mot conteur, c'est la relation avec les premiers conteurs au coin du feu de la préhistoire. J'imagine, mon ancêtre, enfin, là où je me sens en filiation, c'est cet homme qui, alors que tout le monde avait fini de manger, il y a ce feu, il y a la nuit, et il dit, je vais vous raconter l'histoire des ancêtres. Et ça a du sens. Ça a du sens pour toi. Est-ce qu'il y a eu du sens aussi pour toi? Alors, c'est ça qui est incroyable. C'est que en 2016, alors que tu pourrais dire j'ai l'étiquette un peu monsieur introverti, tu montes sur la scène. 2020, le voyage intérieur. Puis maintenant, je dirais que there is no limit. On dit souvent sky is the limit. Pour moi, c'est pas le ciel la limite, c'est l'imagination. Ma limite, c'est quand même pour l'instant, c'est l'Olympia. J'ai pas fait mieux. C'est 2000 personnes dans une salle que je fais chanter, que je leur fais faire la gymnastique et que j'envoie en cas de méditation dans leur vie antérieure. Ça, c'était, je me disais, waouh, est-ce que je vais y arriver? Et au moment où ça s'est passé, je me dis, waouh, j'y suis arrivé. Donc pour moi, c'était le cap, c'était mon Himalaya. Et pour quelle raison cette forme de défi, cet Himalaya, de monter sur une scène pour un gars qui est timide, dans sa bulle souvent? C'était une revanche. C'est comme tu l'as dit, c'était une revanche sur ma jeunesse où on m'écoutait pas, où j'étais introverti, où j'étais dans ma bulle. C'était attendez là, la bulle, on va la former. Quand les gens chantent, je leur fais faire un accord. Il y a eu 3 groupes, mi, sol, si. Il fabrique un accord et l'accord se met à faire résonner les murs. Donc là, j'ai fait résonner les murs de l'Olympia. Et là, il y a eu ce moment où j'ai fait juste ça. Et le truc, ça a grandi. Incroyable. Et j'ai vu dans leur tête qu'ils étaient sous l'émotion de la surprise. Parce que les gens se disaient, bon, les autres vont chanter, mais pas moi et tout. Puis ils ont senti ce truc et ils se sont mis à chanter. Et là, j'ai vu le sourire.
C'est-à-dire, il découvrait que en utilisant sa colonne respiratoire pour émettre une vibration, que cette vibration fait une sphère qui elle-même se met à vibrer, ça produit un truc magique. Est-ce que tu dirais à ce moment-là, dans cet instant-là, on peut pas parler de sweet spot parce que à la base t'es pas fait pour être sur les planches, mais tu t'es challengé. Est-ce que tu parlerais de guérison à ce moment-là, de paix, dans cet instant magique, non. inqualifiable, tu parlerais de sentir rempli. On parlerait de quoi? Qu'est-ce qui se produit dans le cœur? Alors, c'est pas ces mots-là que j'utiliserais. Je dirais, j'ai l'impression que je suis en train de découvrir un de mes talents, et ce talent, c'est faire vibrer une salle. Et au moment où je le fais, je me dis, waouh, je peux faire ça, voyons si je peux faire un peu plus. Donc là, je suis en train de chercher comment faire que le spectacle soit encore plus fort. Mais j'en reviens à cette idée. Le but d'une vie, c'est de trouver ses talents et après les utiliser. Dans la valse des âmes, au moment où les gens meurent, ils arrivent au paradis où on juge leur âme et il y a 3 questions qui leur sont posées. La première, c'est qu'as-tu fait de tes talents? La deuxième, c'est qui as-tu aimé? Et la troisième, c'est qu'as-tu appris? Alors, quand j'étais à l'Olympia et que j'ai fait cette sphère, je me suis dit, là, je suis en train d'utiliser un de mes talents et je suis en train d'apprendre que j'ai peut-être la possibilité d'aller encore plus loin, mais pour l'instant, ça, c'est fait. Et qui j'ai aimé? J'ai aimé cet instant, j'ai aimé ces gens-là, parce qu'au moment où je l'ai fait, tous les gens, ils pouvaient pas dormir, hein. Tous les gens étaient en train de regarder, de voir le truc, et de vivre quelque chose. Ouais, c'est incroyable. Et je me suis dit, ça, c'est intéressant. Et je me suis senti dans ma fonction. Oui, c'est ça. Comme une abeille qui fait du miel. Ouais. C'est-à-dire, je me dis pas, je suis une super abeille qui fait du miel. Je me dis, en tant qu'abeille, je suis faite pour faire du miel. Là, je suis en train de faire du miel. Quelle est la place de la spiritualité dans la vie de Bernard? Alors, la spiritualité, d'abord, derrière ce mot, il y a beaucoup de gens qui mettent des choses différentes. Pour moi, la spiritualité, ça consiste à fermer les yeux et à respirer. Et juste à se poser les 3 questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? C'est ça, la spiritualité. Après, c'est surtout pas les rituels. C'est-à-dire surtout pas les temples, les prêtres, les costumes, tu veux dire la religion qui fait partie de la spiritualité. Voilà. Oui. Et même, j'oppose, la spiritualité, c'est une expérience individuelle. La religion, c'est une expérience collective. La religion, il y a des prêtres, donc il y a des hommes qui prétendent détenir des vérités. La spiritualité, c'est vous qui allez chercher vos propres vérités et qui essayez de savoir qui vous êtes. C'est pour ça que j'insistais sur cette idée. Au final, tu seras posé cette question, qu'as-tu fait de tes talents? Mais pour t'intéresser à tes talents, il faut déjà, as-tu compris qui tu étais? Donc, tu ne crois pas en une seule religion, mais tu crois plutôt à cette capacité de se retrouver soi-même et de vivre... Ouais, j'utilise le mot agnostique, c'est-à-dire je ne sais pas, j'expérimente. D'ailleurs, dans le spectacle, je leur explique, je leur dis, ce que je vous propose, c'est pas d'expliquer pourquoi un corps, quand il est jeté dans l'eau, se met à flotter, c'est que vous n'aurez pas d'explication. Mais jetez-vous à l'eau et vous verrez bien. Et il y en a qui vont se noyer peut-être, ou il y en a sur lesquels ça va pas marcher. Mais pour ceux sur lesquels ça va marcher, ça vaut le coup. C'est juste une expérience à tester dans son corps. Une expérience à tester dans son corps. On fait le dos à dos coaching maintenant? Ouais. Allez, c'est parti. Allez les amis, le dos à dos coaching, c'est très simple, ça va durer quelques minutes. C'est du hyper laser. Question-réponse, on y va Bernard? Je suis prêt. Bon. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le maximum, quel est ton niveau de bonheur dans ta vie au moment où je te parle en ce moment? 9. Pour quelle raison tu dirais que tu es à 9 aujourd'hui? Parce que je vis de ma passion et parce qu'il y a eu l'Olympia qui a été un moment très fort où je suis arrivé à faire la salle complète et à les faire vibrer et j'ai pris conscience que je pouvais faire ça et que ça faisait du bien aux gens. Dans la série Personne n'est parfait, quel est ton plus grand regret? Pas avoir pris plus de risques quand j'étais jeune. J'étais trouillard. Quel est le métier que tu n'aurais jamais voulu faire pour le reste de ta vie? Professeur des écoles, je pense que je suis incapable de tenir une classe d'enfants qui commencent à se chamailler ou qui sont sur leur smartphone. Hormis ton enfant, quelle est ta plus grande fierté, ta plus grande réussite? L'Olympia. Pour quelle raison? Parce que jusqu'au bout, j'avais peur de pas remplir et j'avais peur de planter mon producteur et de décevoir les gens qui avaient confiance en moi. Au moment où je te parle, ta plus grande peur? Mourir. Il y a un très bon livre que je te recommande. Merci. Ce que tu détestes le plus? Les gens ignorants qui veulent pas apprendre. Ton pire ennemi? Mes peurs.
Quelle est la principale peur? J'ai peur de faire les choses mal. Donc, il y a la mort et la peur de mal faire. Oui. Un don de la nature que tu aimerais avoir? Je me contente des dons que j'ai déjà et notamment j'apprécie d'avoir reçu, notamment de ma maman, le don pour le dessin et pour la musique et de mon papa, le goût pour la géopolitique et l'écriture. T'as plein de projets en ce moment dans la tête, mais quel serait le plus grand des projets que tu peux nous dévoiler maintenant pour les 5 prochaines années? Ce que j'aimerais, c'est faire le spectacle VIE, donc celui que j'ai fait à l'Olympia, le faire dans une salle encore plus grande, peut-être le Zénith, voire une salle encore plus grande encore, donc encore plus que 5000 places, et faire chanter la salle et sentir cette vibration, cette sphère de son qui est nourrie par les gens et qui nourrit les gens. C'est quoi qui t'inspire dans le fait d'avoir une plus grande? C'est moi qui est la plus grande? Non, c'est le fait d'expérimenter quelque chose de collectif, de positif. Peut-être c'est d'expérimenter l'âme de la fourmilière, que les spectateurs deviennent comme une entité collective unie et connectée. Ton livre préféré que tu as écrit? Mon livre préféré est toujours mon dernier. Donc là, c'est La Valse des âmes, parce que dans La Valse des âmes, je parle de la période actuelle de ma vie, tout en utilisant ça pour faire comprendre aux gens des choses sur est-ce que leur vie est écrite ou est-ce qu'ils ont du libre arbitre et quel est le sens de leur vie. Si on terminait ces phrases, ça pourrait donner quoi? La vie, c'est un cadeau. Les gens sont intéressants à comprendre. Quand j'écris, je suis heureux. Quand je suis sur la scène, je suis heureux. Quand je suis avec mon fils, je suis heureux. Le bonheur, c'est exprimer ce qu'on est, comprendre qui on est et l'exprimer. Je suis Bernard Werber, est vivant et sur Terre. Quelle est ta définition de vivre une vie à 110%? Prendre des risques. Merci Bernard. Un mot pour celles et ceux qui t'écoutent en ce moment. Et t'as le mot de la fin. 1 minute et tu t'adresses à eux. Pour celles et ceux qui ont peut-être pas trouvé encore le don que tu as trouvé toi-même, qui l'exploitent pas encore, ou qui sont dans un creux de vague, des entrepreneurs, des leaders, tu leur dirais quoi? Trouvez votre place. Dès le moment où on a trouvé sa place, on est heureux. Si on est malheureux, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et changer de place, ça veut dire de l'inconfort sur le moment, mais sur le long terme, c'est forcément la bonne chose à faire. Une fois que vous avez trouvé votre place, vous allez pouvoir rayonner avec vos talents. Mais si vous n'arrivez pas à exprimer vos talents à l'endroit où vous vous trouvez, il faut bouger. Donc, il y a en chacun de nous un potentiel énorme qui ne demande qu'à être exprimé. Et il faut le trouver et il faut se donner les moyens de l'exprimer. Merci Bernard. Et je passe tout de suite la commande d'avoir 1000 invités comme toi. Je te souhaite une bonne réussite. Et puis, dès qu'il y a quoi que ce soit, tu passes un petit coup de téléphone. Merci à toi, Franck, et bravo pour ton émission. Merci à tous les amis. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. On se retrouve pour le prochain Unique.